VIH. Qui n'a jamais entendu parler du VIH? Alors, c'est quoi le VIH? VIH, on pense à sida. VIH signifie virus immunodéficience humaine. Donc, c'est un agent pathogène qui est responsable de la perte des défenses immunitaires. Le VIH est le virus de l'immunodéficience humaine. Ça veut dire déficience du système immunitaire de l'homme. Et ce VIH est l'agent pathogène et il sera à l'origine de ce que l'on appelle le sida, qui est le syndrome de l'immunodéficience humaine. Syndrome signifie un ensemble de symptômes. Donc plusieurs symptômes sont plus ou moins spécifiques de l'agent pathogène. Donc par exemple, dans le cas du sida, ce sera le VIH qui sera à l'origine de ce syndrome. Donc c'est un virus qui est responsable d'une épidémie mondiale, donc qui a débuté dans les années 80. Ce VIH, comme tous les virus, c'est un parasite. Ça veut dire qu'il va vivre à l'intérieur de l'organisme, aux dépens de l'organisme lui-même, donc à travers ses cellules. Et ce virus, en fait, de manière très subtile, mais non consciente de sa part, évidemment, parce que les virus sont à la limite entre le vivant et le non-vivant, eh bien ces VIH vont infecter l'un des piliers du système immunitaire, et ce pilier s'appelle lymphocyte T4. Donc ce lymphocyte T4 orchestre, en quelque sorte, et il n'est pas tout seul, le bon fonctionnement du système immunitaire dans les conditions optimales. Mais le VIH va venir interférer avec son action pour inhiber son action en fait, et même proliférer à l'intérieur de ce lymphocyte T4 pour ensuite être détruite. Donc la cellule, le lymphocyte LT4 est détruite et les virus sont libérés à l'extérieur. Donc nous allons parler de tout cela un petit peu plus tard. Donc ce VIH est à l'origine du sida, syndrome de l'immunodéficience acquise. Donc il faut bien se mettre ça dans la tête, c'est que l'agent pathogène c'est le VIH et le sida c'est la conséquence de l'infection, de la contamination puis de l'infection par le VIH. Donc c'est un parasite qui va s'introduire dans une cellule pour s'y reproduire en utilisant la machinerie cellulaire qui va pouvoir faire en sorte que ce VIH qui s'est incorporé dans les cellules eh bien, se multiplie de manière très importante et ensuite soit libéré dans l'organisme en faisant que la cellule, eh bien, enfin, en fait, il va y avoir une espèce de bourgeonnement au niveau de la cellule. Bon, on verra ça tout à l'heure. Donc, sida. Une fois qu'on a le sida, c'est très embêtant parce qu'on n'en guérit pas. Alors, on va parler de quelques médicaments tout à l'heure qui peuvent retarder l'infection et les conséquences, mais au bout du terme de l'infection, il y a toujours la mort. Donc le sida est à l'origine d'une déficience du corps humain qui conduira à sa perte. Donc c'est une maladie, évidemment, qui est mortelle et qui se manifeste par un effondrement total des défenses immunitaires. Alors on peut se poser le problème, on a le VIH, d'une part, on a les conséquences, donc le sida, syndrome d'immunodéficience humaine, et comment est-ce que ce VIH peut être à l'origine de l'épidémie de sida? Alors, quelques notions à connaître avant de commencer. Donc, on a dit que le VIH, c'est un virus qui était responsable d'une épidémie mondiale. Alors, la propagation du pathogène se fait par changement d'hôte. Il exige soit un contact entre les hôtes, soit par le milieu ambiant,
il exige, j'ai dit quoi? J'ai dit il existe? Non, il exige soit un contact entre les hôtes, soit par le milieu ambiant. Le milieu ambiant, c'est-à-dire l'air ou l'eau. Soit un vecteur biologique qui est alors l'agent transmetteur qui sera indispensable au pathogène et qui va assurer la maturation et ou la multiplication de l'agent pathogène. Alors là, je ne parle pas que du sida, hein, je parle de manière générale. On a vu dans un autre cours quelques idées sur la pathogénicité de certains agents, comme par exemple certains eucaryotes unicellulaires, des bactéries, des virus. Bon. Le réservoir de pathogènes peut être humain ou animal. Alors, dans le cas du sida, par exemple, enfin, dans le cas du VIH, le réservoir, par exemple, il est plutôt humain. Alors, bien que certains animaux aient le virus également. Alors, donc, ce réservoir, en fait, il peut être malade ou non malade. Il peut être simplement porteur. Donc, la propagation peut être plus ou moins rapide et provoquer, par exemple, une épidémie. Principalement avec les virus, par exemple, on pense notamment au virus de la grippe tous les ans, hein, qui revient tous les hivers. En fait, bon, il y a en général des vaccins contre les virus qui sont responsables de la grippe. Mais si on parle du sida, du VIH, en fait, déformation de langage, hein, il vaut mieux parler de VIH comme agent pathogène plutôt que de dire le sida. Le sida, c'est la conséquence, donc c'est un syndrome. Donc, la propagation peut être plus ou moins rapide et provoquer une épidémie, principalement avec les virus, et la connaissance de la propagation du pathogène et éventuellement du vecteur va permettre d'envisager des luttes individuelles et plus ou moins collectives. Mais, très important, les comportements individuels et collectifs vont permettre de limiter la propagation. Donc il y a des gestes à éviter, donc gestes de protection, mesures d'hygiène, vaccination éventuellement. Alors, dans le cas du virus de la grippe, on peut se vacciner, mais dans le cas du VIH, il n'y a pas de vaccin. Simplement des médicaments retardateurs qui vont retarder un certain nombre de symptômes, mais il n'y a pas de traitement sous forme, enfin anticipé sous forme de vaccin en tout cas. Alors, donc nous allons discuter un petit peu sur le VIH, hein, sur ce virus qui est responsable d'infections relativement mortelles, entre guillemets, et même mortelles. Nous allons discuter sur l'infection des cellules immunitaires par le VIH, notamment nous allons parler par exemple des lymphocytes T4. Alors on peut dire lymphocytes T4, ce sont des lymphocytes TCD4 en fait. Puis nous allons voir les modes de transmission du VIH avant de nous repérer sur une courbe pour voir un petit peu au niveau de l'infection. Enfin, entre le moment de l'infection et la déclaration du sida, nous verrons que c'est une évolution qui est relativement lente. Alors, sur une dizaine d'années à peu près, voire un peu plus. Et ensuite, nous allons essayer de voir comment prévenir et dépister et traiter éventuellement le sida. Alors, traiter éventuellement, parce que je dis éventuellement, car il y a beaucoup de personnes qui ont le sida et qui ne le savent pas. Alors, commençons par l'infection des cellules immunitaires par le VIH. Alors, il faut imaginer que le VIH va venir s'accoler sur la membrane d'une cellule que l'on appelle un lymphocyte T4. Donc, juste avant la pénétration du matériel génétique. Alors, lorsqu'une personne est contaminée, le VIH va infecter une catégorie particulière de cellules du système immunitaire, comme je vous ai dit, que l'on appelle les lymphocytes T4. Alors, ce sont les TCD4, lymphocytes T4, c'est pareil. Donc, le VIH va s'accrocher à certains types de cellules humaines uniquement et pas à d'autres. Et la cible principale du VIH est le lymphocyte T4, l'un des piliers du système immunitaire. Donc les particules vont s'arrimer à la membrane cellulaire des lymphocytes T4, déclencher la fusion des membranes
et donc du virus et de la cellule cible évidemment, et le virus va injecter son information génétique, qui est sous forme d'ADN, dans le noyau de la cellule cible. Donc nous sommes des eucaryotes, donc ça veut dire que notre matériel génétique est protégé par un noyau, donc il est dans le noyau, donc à l'intérieur d'une membrane que l'on appelle la membrane nucléaire, à l'intérieur de laquelle il y a le nucléoplasme, c'est-à-dire une espèce de substance qui contient les chromosomes, et les chromosomes sont constitués de molécules d'ADN entre autres. Donc ces gènes viraux qui vont s'incorporer dans le matériel génétique de la cellule, donc du lymphocyte T4, eh bien, ces gènes vont utiliser la machinerie cellulaire pour produire un grand nombre de nouvelles particules virales qui vont alors s'échapper de la cellule. Alors, quand on dit utiliser la machinerie cellulaire, ça veut dire que ces gènes, en fait, cet ADN va s'incorporer à l'ADN de la cellule. Donc, vous voyez la subtilité, c'est quand on dit on veut trouver un vaccin, par exemple, c'est pas facile. Même si on trouve un vaccin, la subtilité en plus de ce virus, c'est d'incorporer son ADN dans l'ADN de la cellule hôte. Donc c'est très subtil. Et ça explique en partie pourquoi le déclenchement de tous les symptômes se fait sur une dizaine d'années. Parce que, au niveau de l'ADN, eh bien, quelquefois, il va y avoir, en quelque sorte, un réveil de cet ADN qui est incorporé, utilisation de la machinerie cellulaire pour produire des protéines et tout le matériel qui servira à reconstruire, en fait, le virus. Bon, alors, ce sont des cours de seconde, donc j'interviens pas trop sur les mécanismes, mais ce sont des mécanismes qui existent dans toutes les cellules eucaryotes et prokaryotes d'une manière un peu différente. Enfin, parlons des cellules eucaryotes. La machinerie, en gros, pour citer juste les mots principaux, d'abord c'est une réplication semi-conservative, de manière à conserver le matériel génétique d'une cellule à l'autre au cours de division cellulaire, donc de cellules mères aux cellules filles. Il y aura également ce que l'on appelle la transcription de certains gènes, puis maturation de ces gènes, et traduction de ces gènes. Alors, ce que je viens de vous dire, c'est dans le noyau, et dans le cytoplasme, il y aura la traduction des gènes, des ARN messagers qui sont produits par transcription puis maturation, et traduction en une protéine qui servira à construire en quelque sorte le virus pour qu'il puisse devenir autonome, indépendant et s'échapper de la cellule, par bourgeonnement encore une fois. Mais ce bourgeonnement ne se fait pas de l'extérieur vers l'intérieur, comme précédemment lorsqu'il a injecté l'ADN, mais de l'intérieur vers l'extérieur, où les particules virales vont s'échapper. Alors, comment est-ce que cela se passe? Essayons de comprendre le cycle de reproduction du VIH au sein d'un lymphocyte T4. Une cellule infectée va produire environ 1000, peut-être plus, nouveaux virus avant de mourir. Donc en fait, la cellule qui va produire les virus va mourir. Elle utilise sa machinerie. Il y a tellement de virus à l'intérieur que la cellule ne peut plus assurer son propre métabolisme, et de ce fait-là, une fois que les particules virales vont être éjectées à l'extérieur, cette cellule, elle meurt. Alors, lorsqu'il y aura la phase terminale de la maladie, l'ensemble des cellules infectées de l'organisme va pouvoir produire un nombre très important de nouvelles particules virales, jusqu'à 10 000 milliards de virus en 24 heures. Donc on voit bien qu'en fin de vie, en fait, de la personne qui est atteinte du sida, la guérison est impossible. Même aucun médicament ne peut lutter contre l'ensemble de tous ces virus qui se fabriquent de manière très importante. Alors revenons sur le cycle de reproduction du VIH au sein d'un lymphocyte T4.
D'abord, le génome viral. Donc il y a le génome viral qui est incorporé à l'intérieur d'une espèce de capside, en fait, d'une espèce de coque de capside. Bon. Et il va y avoir donc un arrimage sur la membrane du lymphocyte T4. Il va y avoir un accolement du VIH à la membrane du lymphocyte T4, puis ce VIH va injecter dans la cellule les molécules virales, dont le génome. Autrement dit, le virus, en quelque sorte, va se vider de son contenu, et son contenu, bien sûr, va pénétrer dans le lymphocyte T4. Donc il va y avoir intégration du génome viral au sein du noyau cellulaire. Donc ça veut dire que il y a un accolement sur la membrane, pénétration des protéines et du génome viral dans le cytoplasme de la cellule, et puis passage dans le noyau du matériel génétique, et incorporation, intégration de ce génome dans le génome de la cellule. Très subtil. Et ensuite, il va y avoir utilisation de la machinerie cellulaire pour produire des protéines et l'ensemble de ce qu'il faut pour fabriquer de nouveaux virus. Donc il va y avoir une multiplication du génome viral et production de très nombreux autres virus. Bon. Voilà, vous pouvez vous amuser à regarder sur Internet donc des VIH accolés à la membrane de la lymphocyte T4 juste avant leur pénétration, et vous pouvez également regarder des VIH qui vont bourgeonner à la surface d'un lymphocyte T4 pour cette fois-ci s'échapper de la cellule et aller contaminer d'autres cellules. Alors, voyons maintenant les modes de transmission du VIH. Alors, on a dit, le VIH a pénétré dans l'organisme. L'organisme humain, c'est un hôte. Et la cellule, c'est un hôte cellulaire, entre guillemets. Mais comment est-ce que ce VIH a pu pénétrer à l'intérieur d'un organisme? Quels sont les modes de transmission du VIH? Le VIH est un virus très pathogène, très dangereux. Mais, en revanche, il est fragile. Il est peu contagieux, mais lorsqu'il contamine, par contre, c'est pratiquement irréversible. Sa transmission nécessite un contact très intime grâce à divers liquides de l'organisme. Ça peut être le sang, le sperme, des sécrétions vaginales, le lait, etc. Et cette transmission peut se produire, alors, trois principales idées, en fait, lors de rapports sexuels. La transmission la plus fréquente, en fait, 80% des cas. Ou bien par le sang. Alors, notamment, il y a eu, donc, dans les années 80, donc, des problèmes en relation avec les sangs contaminés, en fait. Je vous invite à vous référer aux informations de l'époque. Donc par le sang, on peut avoir une contamination donc, au cours de transfusion ou d'injection de produits sanguins contaminés. Donc là, vous pensez bien que quand il y a des donneurs de sang, il faut que les choses soient faites dans les règles, de manière à ce qu'une personne qui possède, enfin qui a en lui le sida, enfin le VIH, ne donne pas son sang. Donc il y a des règles très strictes. Ça peut être également des partages de seringues ou d'aiguilles non stérilisées chez les consommateurs de drogues injectables, par exemple, contamination professionnelle du personnel médical ou paramédical. Donc voilà, donc ça c'était par les fluides, le sang et autres. Et troisième chose, eh bien, la transmission peut se faire de la mère à l'enfant au cours de la grossesse, lors de l'accouchement ou de l'allaitement. Alors, il y a des chiffres, des nombres, hein, je ne vous en parlerai pas trop. Hein. Donc, contamination au niveau de l'année 2020, puisque là, le cours se fait en 2020. Je vous laisse regarder ce qu'il y a dans le monde, quels sont les contaminés, combien, quel pays.
quels principaux pays, plus d'hommes, plus de femmes. Bon, essayez de vous renseigner. Donc nous avons dit que nous allions parler de l'infection par le VIH. Cette infection conduit au sida. Et l'évolution est très lente, et si vous avez la courbe devant vous du nombre ou de la quantité en unités variables de virus, en fait, en fonction du temps, eh bien vous allez vous apercevoir qu'il y a une allure de plusieurs courbes très caractéristiques. Alors, si on regarde en nombre de semaines, sur 12 semaines, ce qui se passe au cours d'une infection, et nous verrons ensuite, au bout de cette 12e semaine, en fait, ce qui se passe jusqu'à globalement la 13e année. Donc on va compter 13 ans à peu près. Alors, c'est approximatif, hein, ça dépend de beaucoup de choses évidemment. Alors, en l'absence de traitement, l'infection par le virus VIH va évoluer sur de nombreuses années. Là, je vous ai dit une dizaine. Là, nous, on va aller jusqu'à 13, hein, pour vous donner le côté optimiste des choses. Donc, cette infection va se faire d'abord sur quelques mois, 3 mois à peu près, où il va y avoir, je vais vous décrire les courbes, en fait, au niveau du virus, des anticorps anti-VIH et des lymphocytes T4. Et puis ensuite, on verra que jusqu'à la 13e année, les courbes vont évoluer, mais d'une manière un peu particulière. Le sida, c'est-à-dire ce syndrome d'immunodéficience acquise, est la phase ultime de l'infection, au cours de laquelle il va y avoir un ensemble de maladies qui vont se développer. Et vu qu'il n'y a pratiquement, ou qu'il n'y aurait plus, ou qu'il n'y aura presque plus de défense immunitaire, eh bien ces maladies opportunistes vont se développer. Alors ça peut être des infections plus ou moins graves, pas forcément graves, mais la personne ne va pas en guérir, elle va traîner cette maladie tout au long du temps. Et puis certaines infections ou maladies graves vont pouvoir se déclarer en parallèle. Alors, donc il va y avoir des maladies opportunistes qui vont être provoquées par des agents microbiens ou des cancers. Il va y avoir des cancers qui vont se développer. Donc, cette opportunité se fait au profit au profit pour les pathogènes, évidemment, ou dans le cas du cancer, les cellules cancéreuses. Donc, tout cela se fait parce qu'il y a un affaiblissement du système immunitaire, et le système immunitaire ne va pas arriver à combattre toutes les infections. Donc les traitements existent, ils vont permettre de prolonger la phase qui sera asymptomatique, dont nous allons parler après. On va essayer, les médecins vont essayer de retarder le début de la phase pré-sida, c'est-à-dire la phase qui va se situer juste avant le début de l'évolution de différents symptômes qui vont conduire au syndrome de l'immunodéficience acquise. Alors, essayons de regarder, de comprendre l'évolution de quelques paramètres au cours du temps après l'infection par le VIH en absence de traitement. Donc, on a dit tout à l'heure, on regarde le nombre de virus, alors en unités variables, en unités, et on regarde en fonction du temps. Alors, il y a au temps T0 une contamination. Donc, le virus, un virus ou plusieurs virus ont pénétré dans l'organisme. Que se passe-t-il? Eh bien, très vite, on s'aperçoit que la quantité de VIH va augmenter très fortement jusqu'à la 6e semaine. Donc, ça veut dire qu'à partir de quelques virus, il va y avoir une multiplication très active du nombre de VIH. Et si on regarde
en parallèle la courbe qui montre la quantité de lymphocytes T4, on s'aperçoit que jusqu'à 6 semaines, la quantité de lymphocytes T4 chute de manière très importante. Et on met donc là en évidence le fait que les VIH contaminent bien les lymphocytes T4, puisque le nombre de virus augmente et le nombre de lymphocytes T4 diminue. Et tout à l'heure, nous avons dit qu'il y a infection des lymphocytes T4. Et bien là, c'est bien ce qui se passe pendant 6 semaines. Il y a une lutte, en fait, entre les lymphocytes T4 et le VIH. Et ce qui va se passer à partir de la 6e semaine, c'est qu'il va y avoir un début de production d'anticorps. Alors, les anticorps ne sont pas produits par les lymphocytes T4. Mais les lymphocytes T4 sont en quelque sorte un chef d'orchestre du système immunitaire qui va faire que, ces lymphocytes T4 vont signaler par différents signaux chimiques, etc., à d'autres lymphocytes, par exemple le lymphocyte B, plasmocytes, etc., etc. Et certaines de ces cellules vont sécréter des anticorps en réponse au signal émis par les lymphocytes T4. Et on s'aperçoit à partir de la 6e semaine que la quantité d'anticorps augmente très fortement jusqu'à la 12e semaine pour se stabiliser de manière constante, et la production d'anticorps restera constante pendant 9 ans à peu près, mais cette quantité d'abord augmente très fortement de la 6e à la 12e semaine. Et on s'aperçoit en parallèle que la quantité de VIH diminue très fortement jusqu'à la 12e semaine, et que la quantité de lymphocytes T4 réaugmente très fortement également, mais sans jamais atteindre le niveau de départ. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un manque d'un certain nombre de lymphocytes T4. Donc, primo-infection, contamination par le VIH, diminution des lymphocytes T4, augmentation très forte du nombre de virus. À partir de la 6e semaine, production d'anticorps de manière très importante, diminution du nombre de virus et réaugmentation du nombre de lymphocytes T4. Donc ça veut dire en quelque sorte que les lymphocytes T4 reprennent un peu le contrôle du système immunitaire. Mais pas de manière efficace comme ça l'était avant l'infection. Donc là, on a, pendant 12 semaines à peu près, on n'a aucun symptôme, ou parfois de la fièvre, quelques courbatures, gonflement des ganglions, par exemple. Mais ça s'arrête là. Et ensuite, il va y avoir, jusqu'à la 13e année à peu près, aucun symptôme, alors pas jusqu'à la 13e année, si on calcule le temps total, 13 ans malheureusement mort de l'individu, on va aller jusqu'à 9 ans. 9 ans, il va y avoir absence de symptômes. C'est une phase que l'on appelle asymptomatique. Ça veut dire qu'on possède en fait le virus, mais il n'y a pas de symptômes, donc encore moins de syndromes. Il n'y a pas de symptômes qui font penser qu'il y a une infection. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, il y a un certain nombre de personnes qui ne savent pas qu'elles sont infectées. Mais la personne qui sait, qui est infectée et qui le sait, c'est bien que il y a en permanence dans son organisme ces virus. Alors, la quantité jusqu'à 9 ans, à peu près, donc elle a commencé à chuter à partir de la 6e semaine, lorsqu'il y avait la production d'anticorps. Mais de la 12e semaine à peu près jusqu'à la 9e année, mais la quantité va se stabiliser, mais ne sera jamais nulle. Ça veut dire qu'il y a toujours un certain nombre de virus dans l'organisme humain. Et il y a toujours et en permanence la contamination des lymphocytes T4 dont le nombre diminue régulièrement de la 12e semaine jusqu'à la 9e année. Et encore plus de la 9e année
enfin, de manière beaucoup plus brutale de la 9e année à la 13e année, où là, il n'y a plus de lymphocyte T4 du tout. Et à partir de la 9e année, donc, la quantité de virus réaugmente de manière très importante. Donc, on voit bien que là, ils infectent de manière très importante les lymphocytes T4 qui vont diminuer et être complètement anéantis. Il n'y aura plus de lymphocytes T4 et il y aura une quantité incroyable de virus à l'intérieur de l'organisme. Et le taux d'anticorps va rester constant à peu près de la 12e semaine jusqu'à la 9e année, à un niveau assez élevé, mais ces anticorps ne parviennent pas seuls à lutter contre l'infection par le VIH. Ça veut dire que les anticorps qui sont censés détruire le VIH détruisent une grande partie de VIH, mais pas tout. Il en reste suffisamment, et beaucoup, qui vont infecter les lymphocytes T4. Et à partir de la 8-9e année, la quantité d'anticorps anti-VIH chute de manière brutale pour s'annuler, alors pas vraiment s'annuler, mais pour être à un niveau très bas. Donc ça veut dire qu'au bout de la 13e année, la quantité de VIH est très importante dans l'organisme, il y en a des milliards et des milliards, il n'y a plus de lymphocytes T4, et il n'y a pratiquement plus d'anticorps non plus, puisqu'il n'y a plus de lymphocytes T4 automatiquement. Les anticorps ne seront plus produits, le chef d'orchestre en quelque sorte n'a plus d'utilité dans son rôle puisqu'il n'existe plus. Et les défenses immunitaires vont être complètement anéanties, et toutes les maladies opportunistes vont se développer à partir de la 9e année à peu près. Et l'individu, donc le sujet, le patient, va mourir au bout de 13 ans. Donc on a dit jusqu'à 9 ans à peu près, il y avait une absence de symptômes, c'était la phase asymptomatique. Et puis à partir de la 9e année jusqu'à la 13e année, il y a ce que l'on appelle le pré-sida, c'est-à-dire avant le syndrome, donc l'ensemble des symptômes, qui donneront l'immunodéficience totale. Immunodéficience acquise totale. Donc à partir de la 7e année à peu près, il va y avoir des troubles mineurs. Troubles mineurs en relation avec ces maladies opportunistes. Donc infection virale, ça peut être le zona, de l'herpès par exemple, des fièvres persistantes, une fatigue, une perte de poids, des diarrhées. Donc là ce sont des signes évocateurs à partir de la 7e année qui sans traitement vont mener à la mort. Et puis la 12e, 12e année à peu près, il va y avoir des troubles majeurs. Ça veut dire que là, les choses deviennent sérieuses. Il va y avoir des infections graves, dites opportunistes, encore une fois, mais encore plus opportunistes. Cancer de la peau, cancer du sang, amaigrissement très important et attaque des centres nerveux. Et malheureusement, sans traitement, au bout de la 13e année, alors dans notre exemple, c'est 13 ans, mais bon, ça dépend, c'est variable, ça peut être plus long, ça peut être moins long, mais en général, bon, c'est une dizaine d'années sans traitement. Donc voilà pour de l'infection par le VIH au sida. Nous avons vu que l'évolution est très lente sur une dizaine d'années pour conduire la 13e année, malheureusement, au décès de la personne. Alors, maintenant, essayons de voir quelques méthodes qui vont permettre de prévenir l'infection et de dépister le VIH et de traiter la personne de manière à ce que on puisse reculer tous les événements qui vont se dérouler et dont nous avons décrit quelques exemples, enfin quelques idées tout à l'heure. Donc la meilleure des stratégies, c'est la prévention en fait. Nous avons dit qu'une fois que le virus a pénétré, c'est irréversible. Il reste là et il conduit obligatoirement à la mort. Donc il faut se préserver, enfin, il faut faire ce que l'on appelle la prévention. La prévention, c'est quoi? C'est faire en sorte qu'il y ait des actions, donc des gestes, qui fassent que le virus ne nous infecte pas. Alors, il y a tout d'abord le préservatif. Lorsqu'il y a des rapports sexuels, eh bien, lorsque les partenaires ne se connaissent pas, et même s'ils se connaissent, bon, on ne va pas développer tous les cas possibles. Le préservatif va protéger de la transmission sexuelle et de la transmission au cours de la grossesse, par exemple, ou de la naissance, qui est désormais inévitable.
En France, le diagnostic de l'infection par le VIH repose sur la détection dans le sang d'anticorps qui sont dirigés spécifiquement contre le VIH. Et ceci grâce à un test qui peut être réalisé en laboratoire d'analyse médicale, simplement à partir d'une prise de sang. Bon. Et il existe également ce qu'on appelle des tests rapides d'orientation diagnostique, TROD, auprès de certaines associations ou dans des centres de dépistage. C'est tout à fait anonyme et tout à fait gratuit. Il existe également un autotest qui est disponible depuis septembre 2015 pour les personnes désireuses de se tester à domicile. Donc c'est possible. En cas de résultat positif à l'autotest et au TROD, TROD, une confirmation évidemment est nécessaire à partir d'une analyse, à partir d'un test qui sera fait en laboratoire et de manière plus précise. Les traitements disponibles dans l'attente d'un vaccin efficace, et c'est toujours à l'étude, et c'est pas facile de trouver un vaccin, hein. Depuis les années 80, les chercheurs n'ont rien trouvé encore, rien d'efficace. Eh bien, les traitements consistent à associer plusieurs médicaments. Alors, on parle souvent de trithérapie, hein. Par exemple, ça veut dire une thérapie à partir de 3 médicaments qui auront chacun une action spécifique, en fait. Et ces médicaments vont empêcher la multiplication des virus dans l'organisme et vont permettre au système immunitaire de se renforcer. Bon. Voilà, donc là nous avons parlé du sida, hein, nous avons vu que il vaut mieux éviter la contamination par le sida. Alors, pour terminer, nous allons essayer de comprendre le rôle du VIH dans le déclenchement du sida et savoir comment s'en protéger. Nous allons répéter un petit peu les choses en résumant un petit peu ce que l'on vient de dire. Nous allons essayer d'expliquer comment le VIH diminue les défenses immunitaires. Alors, je vous l'ai expliqué, hein, mais je vais rappeler certaines choses, ce qui va vous permettre de mieux comprendre peut-être. Et entraîner l'apparition du sida. Donc, expliquer comment le VIH diminue les défenses de l'organisme et entraîne l'apparition du sida, donc du syndrome d'immunodéficience acquise. Et indiquer quels sont les moyens de prévention qui vont permettre d'empêcher la transmission du virus, évidemment, et pourquoi la prévention et le dépistage sont si importants dans le cas du VIH. Alors, le VIH, on a dit, une fois qu'il pénètre, hein, il pénètre, il ne sort plus. Donc, nous avons présenté le virus responsable de l'épidémie de sida, de syndrome d'immunodéficience acquise. Alors le terme d'épidémie, c'est épidémie du VIH, et le VIH entraîne le sida. Alors, donc c'est un petit peu impropre de parler d'épidémie de sida, il faudrait mieux parler d'épidémie du VIH, qui lui entraîne le sida. Donc nous avons présenté le VIH et les cellules cibles, c'est-à-dire les lymphocytes T4, et les différentes modalités de propagation de ce virus dans les populations humaines. Nous avons présenté également l'évolution de divers paramètres après l'infection, notamment la quantité de VIH, la quantité de lymphocytes T4 et la quantité d'anticorps avec le temps. Et donc l'évolution de ces paramètres après l'infection, et nous avons vu également les effets du virus en absence de traitement, et ce qui permet de rappeler les conduites qui seront à tenir pour empêcher la transmission du virus. Le VIH, c'est un parasite. Il parasite, et entre autres, hein, tout à l'heure je vous ai parlé des lymphocytes T4, mais il n'y a pas que les lymphocytes T4, mais globalement ce sont les lymphocytes T4. Donc il parasite entre autres une catégorie de cellules immunitaires qui sont très importantes dans le système immunitaire, et on parle de lymphocytes TCD4 ou T4. On les appelle simplement T4. Donc les différentes étapes du cycle viral ont été détaillées, hein, je ne vais pas les répéter évidemment, et ils vont aboutir, donc ces différentes étapes qui utilisent la machinerie cellulaire, vont aboutir à la création et à la libération de très nombreuses particules virales, ce qui a pour effet la destruction de l'ensemble des lymphocytes T4 au terme des 10-13 ans à peu près. Donc la relation entre la multiplication virale et la destruction des lymphocytes T4 a été largement détaillée,
et c'était ce qui caractérisait la phase de primo-infection. Malgré tout, le système immunitaire, donc le système de défense immunitaire, va produire des anticorps qui vont être capables de neutraliser les particules virales. Alors en effet, les anticorps ne détruisent pas, mais neutralisent l'agent pathogène. Et ensuite, il y a d'autres cellules qui sont des espèces de phages qui vont phagocyter en fait cette espèce de réseau qui a été neutralisé et détruire donc les particules en parallèle. Donc cette infection, lorsque nous avons parlé des différentes étapes du cycle viral, on a vu qu'il y a création et libération de très nombreuses particules virales, ce qui a pour effet la destruction totale des lymphocytes T4 comme nous l'avons dit. Donc la relation entre la multiplication virale et la destruction des lymphocytes T4 a été expliquée et a permis de caractériser la phase de primo-infection comme je vous ai dit précédemment. Le système immunitaire produit quand même des anticorps capables de neutraliser les particules virales, comme le suggèrent donc les variations inverses de la quantité d'anticorps et du nombre de virus entre la 9e et la 12e semaine après l'infection. Donc c'est ce que nous avons expliqué tout à l'heure. Pendant la phase asymptomatique, donc qui se fait de la 12e, alors il y a l'infection, la primo-infection, les 12 premières semaines à peu près. Puis ensuite, on va compter en années jusqu'à 9 ans à peu près. C'est la phase asymptomatique, en absence de traitement. Donc de 1 à 9 ans à peu près, le nombre de virus va rester relativement faible en raison, très probablement, de la production d'anticorps anti-VIH qui vont neutraliser évidemment ce VIH, et du fait de la présence des LT4 qui persistent encore. Certains sont détruits mais d'autres non, et donc peuvent orchestrer l'ensemble, le fonctionnement du système immunitaire. Donc la quantité d'anticorps va chuter et le nombre de particules virales va augmenter de façon très importante, ce qui va occasionner une destruction de plus en plus massive de lymphocytes T4. Le patient va développer des maladies bénignes, on parle de maladies opportunistes, puis des maladies beaucoup plus graves à mesure que le temps passe, car évidemment le système immunitaire devient déficient et la production d'anticorps est de moins en moins possible, non seulement contre le VIH, mais également contre les autres agents pathogènes qui infectent l'organisme. Puisque les lymphocytes T4 ne sont plus efficaces, ils ne peuvent plus prévenir de manière optimale les cellules, donc certains lymphocytes qui sont capables de produire les anticorps, et donc ces cellules ne pourront pas, vu qu'elles n'auront pas les signaux adaptés, ne pourront plus produire les anticorps spécifiques de tel ou tel agent pathogène. Voilà, donc les lymphocytes T4 ne sont plus en quantité suffisante pour se défendre contre les agents pathogènes, et l'immunodéficience engendrée par le VIH va provoquer ce que l'on appelle le SIDA, le syndrome d'immunodéficience acquise. Alors, quels sont les moyens de prévention? Nous en avons parlé, donc on les a exposés. Ils sont très largement justifiés en tenant compte des modes de transmission du virus que nous avons rappelés précédemment. Alors, il faut rappeler que l'usage des préservatifs masculins et féminins va empêcher la transmission par voie sexuelle. Donc c'est très important, il faut y penser. Et c'est l'usage de préservatifs, c'est ce qui est le plus fréquent. Et ça contribue également à protéger contre d'autres IST, d'autres infections sexuellement transmissibles, comme je vous l'expliquais dans un autre cours. La transmission par voie sanguine ne peut se faire que si les règles d'asepsie ne sont pas respectées, ce qui n'a pas lieu d'être dans le milieu médical. Alors, s'il y avait des problèmes dans les années 80, maintenant ces problèmes n'existent plus. Eh bien, en cas de doute, le dépistage s'impose car la contamination par le VIH peut passer inaperçue, notamment si on ne fait pas trop attention pendant les 12 premières semaines. On se dit, bon allez, on est malade, mais on ne se sent pas trop bien, etc. Mais si on ne fait pas la relation avec l'infection par le VIH, mais ça veut dire qu'à partir de la 12e semaine, il n'y aura plus aucun symptôme. On aura une phase asymptomatique. Et donc la personne ne saura même pas qu'elle est atteinte par le sida, qu'elle est contaminée par le sida. Donc en cas de doute,
Il faut une certaine responsabilité, évidemment, dans le sens où la personne peut être responsable. Donc, en cas de doute, le dépistage s'impose, car la contamination peut passer inaperçue, comme je vous ai dit. On parle de primo-infection et de phase asymptomatique. Primo-infection, 12 premières semaines, et phase asymptomatique de la 12e semaine jusqu'à la 9e année à peu près, où les choses vont s'aggraver, mais commencent déjà à s'aggraver un petit peu avant la 9e semaine. Donc malgré la présence du virus, eh bien, la personne peut ne pas penser, peut très bien ne pas être conscient que l'infection a lieu. Donc dans ces conditions, l'individu contaminé est porteur, mais c'est un porteur sain. Alors s'il ne sait pas qu'il a le sida, eh bien évidemment il peut contaminer d'autres personnes. Donc cette personne peut devenir contaminante. Et cela va favoriser la propagation du VIH et expliquer que le sida soit devenu une épidémie mondiale. Voilà, c'est clair. Donc 75% des individus seulement savent être porteurs du virus. Donc ça veut dire qu'il y a 25% restants qui ne savent pas. Alors, c'est un petit peu comme ce qui se passe pour le Covid dans l'année 2020. Il y a un gros problème au niveau du Covid, mais je n'en parlerai pas dans ce cours. Donc il n'y a toujours pas de vaccin. Des essais cliniques sont toujours en cours et depuis très longtemps, mais le vaccin n'existe pas. L'existence de traitements qui sont très contraignants et présentent des effets secondaires sur le long terme visent à empêcher la multiplication du virus. Donc ce sont des médicaments que l'on appelle des antirétroviraux. En fait, le sida est un rétrovirus. Bon, je ne vous expliquerai pas pourquoi, mais c'est un rétrovirus, c'est une manière très subtile que ce virus a acquis au cours de l'évolution pour s'intégrer dans le génome de l'hôte, donc des lymphocytes T4 par exemple. Donc ces médicaments vont avoir tendance à retarder l'entrée de la phase pré-sida, mais ceci ne doit pas faire oublier l'importance de la prévention qui doit assurer une protection individuelle, mais aussi une protection collective. Quand on parle d'épidémie mondiale, eh bien ça veut dire que même si les choses se tassent un petit peu depuis quelques années, la contamination est toujours possible et le sida est toujours, le VIH est toujours là, il est toujours présent. Donc le réservoir du VIH pathogène, c'est l'homme. C'est un réservoir humain. Et la transmission est directe, ce qui nécessite un contact intime par échange de fluides, par exemple le sang, le sperme, le lait, les sécrétions vaginales. Donc il faut des échanges intimes entre les individus. Voilà. Donc nous avons très largement parlé du sida. Nous avions posé un problème, comment ce virus peut être à l'origine de l'épidémie de sida. Donc, comment ce virus peut-il être à l'origine de l'épidémie de sida? Comment le VIH peut-il comment le VIH s'est-il développé de manière aussi intensive dans le monde, partout dans le monde, bon. Et on a compris son mode de transmission. Il attaque le pilier du système immunitaire que sont les lymphocytes T4. Le VIH, c'est un virus qui est responsable de l'épidémie mondiale. Il n'y a pas de vaccin, il faut s'en protéger, il faut faire attention, il faut prendre les choses au sérieux, notamment lorsque les jeunes qui sont adolescents sont de plus en plus aptes à avoir des rapports sexuels et ne pas oublier que ce VIH est là, il existe et que des personnes saines, apparemment bien portantes, peuvent être contaminantes. Bon. La prévention, d'abord la prévention. Je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez bien soin de vous et à très bientôt dans un autre cours. Alors, je rigole tout seul à la fin. Allez, à bientôt. Portez-vous bien.